Si vous en convenez, je crois qu'on a fait à peu près le tour du groupe et du premier semestre. Moi, en conclusion, si je voulais encore vous prendre 2 minutes, je dirais que incontestablement Carrefour, qui est une plateforme de distribution généraliste à dominante alimentaire, est en train de s'installer durablement en capitalisant sur ses forces historiques. C'est une entreprise qui finalement vient d'un monde un peu enclavé dans son modèle d'origine, qui a été tellement brillant qu'on a eu du mal à en sortir. L'entreprise est en train de se connecter. Et donc, elle a de fortes chances de faire entrer un peu de vent par les fenêtres, mais en même temps de prendre l'air, de se rajeunir, de se moderniser et d'entrer en contact avec tout le monde. Enfin, c'est une entreprise dont les fondamentaux sont solides en termes d'actifs, en termes de logistique, en termes d'informatique. Nous y logeons des investissements mesurés, mais dont je suis convaincu qu'ils vont s'avérer efficaces. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'en y ajoutant le réservoir humain dont nous disposons, la société, en ce moment, est en train de se créer une réserve de compétitivité et de rentabilité. Donc, on n'est pas dans l'immédiat, on est dans un travail constant, régulier, solide, et je suis convaincu que, avec tout ça, on est en train de bâtir pour les gens qui ont investi chez nous et pour nos actionnaires donc, mais aussi pour nos consommateurs et pour nos collaborateurs, quelque chose d'assez solide. Moi, je dirais que dans le monde de la distribution d'aujourd'hui, Carrefour reste incontestablement, sinon là, du moins, l'une des entreprises dans un nombre très limité sur lesquelles on peut compter dans le futur. Vous savez qu'on a un actionnariat qui s'est renouvelé un peu à l'occasion d'entrées significatives de groupes familiaux, notamment dans notre capitale. Je pense que tout ça est de bon augure parce que ça nous conduira à avoir autour de la table une forme de compréhension professionnelle assez spontanée, une connivence forte et en même temps de la durée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. On a bien vu que la tomate framboise absorbait moins de pesticides que les autres. Je le dis à la dame que je vois ici parce qu'elle adore les tomates, je le sais. On est parti aussi pour entrer dans une époque où on veut faire des choses saines, plus accessibles à tout le monde. Et au fond, Carrefour reste l'entreprise qui rallie toutes les classes et qui essaie de faire mieux que les autres pour que la santé, le bien-être et le développement personnel soient au virage de nos relations avec les consommateurs. Merci à vous. Et si vous avez quelques questions, nous sommes désormais prêts à y répondre. Oui, monsieur. Bonjour, Edouard Robin, Société Morgan Stanley. Monsieur Robin. Le groupe Carrefour a perdu environ 70 points de base de perte de part de marché, d'après Kantar en tout cas, year to date, donc à fin juillet, ou mi-juillet. Ah, dis donc. Donc à votre avis, quels sont les facteurs qui expliquent ces pertes de part de marché? Moi j'ai mon opinion, mais je voudrais connaître la vôtre. Ouais. Et que peut-on attendre sur les... Vous parlez de la France, là? Sur la France, pardon. Ah oui. Que peut-on attendre sur les 6 à 12 prochains mois en termes de part de marché en France? Et juste pour terminer sur ce sujet, à votre avis, votre positionnement prix d'un point de vue relatif est-il adéquat aujourd'hui? Oui. Alors, la part de marché, vous le savez, monsieur Robin, vous ne le savez que trop. Évidemment, vous voulez avoir de ma part une réponse un peu spectaculaire sur mon point de vue. Les parts de marché, elles sont entretenues, pilotées, soutenues par des gens qui en ont besoin et qui sont communiquées cycliquement et comme par hasard, je le répète encore, la veille de la communication des chiffres des entreprises cotées. Bon, voilà ma réponse. Donc je dis la part de marché ne nous guide pas. Vous savez que par ailleurs dans l'alimentaire, puisque ça ne mesure que les PGC, dans l'alimentaire on mange aussi du frais. Et moi je voudrais vous poser une question. Comment faites-vous, monsieur Robin, quand vous êtes incontestablement le leader français de l'alimentaire, parce que malgré toutes les allégations, le groupe continue de rester en tête de part de marché alimentaire en France. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je sens qu'on nous suce la roue, je ne vois pas encore le doublement. Je dis, comment voulez-vous, alors qu'on mange moins, qu'on mange mieux, qu'on mange plus finement, que lorsque le frais progresse de 7 à 8%,
L'épicerie progresse aussi. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes leader, il peut vous arriver de vendre un peu moins, un peu mieux. Nous sommes plus sensibles que les autres aux conditions climatiques parce qu'on a évidemment une part de marché très très forte. Et moi, je maintiens, et je ne suis pas le seul, je ne souhaite pas conduire la société sur une déclaration tous les 5 jours de l'évolution de la part de marché mesurée par appel téléphonique auprès de 10 000 personnes alors qu'on a 12 millions de clients tous les jours. Voilà, Monsieur Robin, ma réponse. Elle est claire, elle est nette. Mais vous pouvez toujours continuer de regarder les parts de marché de Kantar. Les entreprises qui se laissent aller et se laissent piloter par des indices dont ils n'ont pas la maîtrise sont en risque. Voilà mon point de vue. Ceci dit, il nous est arrivé aussi de progresser en part de marché vu par les mêmes, et ça ne m'a pas fait d'émotion non plus. Pof. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. J'ajoute d'ailleurs que vous savez qu'on a des magasins d'IA, on en a quand même 800, hein, qui pendant leur période de transformation, si vous voulez, et ou de fermeture, ne reçoivent pas, à ma connaissance, de clients. Donc tout ça, ça pèse un peu sur l'ensemble. Monsieur. Bonjour, Maxime Allais de Deutsche Bank. J'avais deux questions sur la France toujours. La première, c'était justement sur DIA. Si vous pouvez nous parler un peu de la performance des magasins qui ont été convertis justement il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et le deuxième point, c'est que vous aviez mentionné mi-avril, donc c'est Monsieur Sivignon, la promotion en France et le fait que la concurrence était devenue plus agressive sur ce sujet, qu'il fallait du coup s'adapter, être plus flexible sur ce sujet. Donc je voulais savoir quelle était actuellement votre vision sur l'évolution de la promotion en France et votre positionnement à ce sujet. Alors sur DIA, les magasins de plus d'1 an, ils sont peu nombreux, sont tout à fait favorables et en ligne avec ce que nous en attendons, particulièrement d'ailleurs les magasins DIA qui ont été convertis en market. Vous voyez, parce que ce sont des magasins d'une surface et d'un assortiment qui, semble-t-il, a été très efficace tout de suite. Les autres, qui sont convertis en city et ou en contact, ont une évolution de 7 à 8%. Voilà. Les markets, c'est plus. Mais là encore, ça me paraît trop tôt. Attendons peut-être la fin de l'année, puisque vous avez vu qu'on a converti à peu près 40 magasins à une rapidité de 40 magasins par an. Vous ne pouvez pas avoir par mois, pardonnez-moi, un résultat comme ça spontané de l'évolution du lac Forlac. Mais nous la donnerons, sans problème. L'autre question? La promotion. Alors là, monsieur, je vais vous répondre de la façon suivante. Effectivement, il y a une pression promotionnelle très forte qui s'est mise en œuvre au cours du premier semestre. Ce qui montre d'ailleurs la tension du chiffre chez nos concurrents. Autrement, ils en seraient restés où ils en étaient. Carrefour reste néanmoins le distributeur le plus promotionnel de France. C'est la même chose d'ailleurs dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que c'est dans ses gènes. Et ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas être, et je parle de nos concurrents, vous ne pouvez pas prétendre avoir du everyday low price partout, devenir subitement un acteur efficace dans la promotion, déployer des trésors dans la fidélité et sortir de là en bon état. Donc tout ça se réajuste dans le temps. La réaction promotionnelle qu'il y a eu, c'est une réaction conjoncturelle parce que le marché s'est tendu. Et donc il n'est pas anormal que les gens aient cherché à trouver une solution pour soutenir leurs chiffres. Parce que quand vous expliquez partout que vous êtes le moins cher et que votre chiffre stagne, quels sont les arguments qui vous restent? C'est bien montré qu'il y a une limite à la politique tarifaire. Donc nous n'avons jamais prétendu être les moins chers de France. Nous voulons être au prix juste et dans chacun de nos formats. Deuxièmement, nous entendons rester une entreprise très promotionnelle parce que c'est notre talent, c'est notre savoir-faire. Et il est évident qu'on doit s'attendre de temps à autre à avoir des gens qui font la même chose. Maintenant, il y a certains formats en France qui sont des formats plus récents, vous voyez, issus d'un morphing conceptuel, vous voyez, dans lesquels les assortiments sont très largement des assortiments à marque propre ou à marque exclusive. Là, ça sera compliqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'entrer dans un jeu promotionnel, parce que là, l'autofinancement va marquer des points très vite. Donc nous convenons qu'il faut rester sur notre ligne, amender correctement notre politique promotionnelle, parce que ça ne sert à rien d'arroser en dehors des pots de fleurs. Vous voyez, la promotion, c'est quand même
une répartition assez puissante de moyens économiques qu'on met au service du volume. On va chercher des volumes. De temps en temps, il arrive que ça ne morde pas. Donc il faut qu'on soit plus pointu et plus, comment dirais-je, fin dans la politique promotionnelle et dans la répartition des prix. Voilà, c'est ma réponse. Mais la concurrence, c'est ça. Allez-y, allez-y. Ouais. Oh. Merci. Oh. Bonjour, Daniela Fernandez, Valeurs économiques au Brésil. Je parle toujours pas le portugais. C'est pas grave, monsieur Plaza. Bon. En fait, je voudrais justement savoir qu'est-ce que vous avez voulu dire plus précisément quand vous avez évoqué les soutiens porteurs de votre investisseur local au Brésil, donc monsieur Diniz, pour faire évoluer vos activités au Brésil. Quel rôle pourrait-il jouer lors de l'IPO au Brésil? Et j'ai une deuxième question qui concerne cette fois-ci les enseignes Carrefour Bio. Pourriez-vous donner plus de détails sur l'expansion de Carrefour Bio en France? Il y en a quelques-uns à Paris, des anciens DIA. Et je voudrais savoir si vous auriez le projet d'ouvrir des Carrefour Bio au Brésil également. Merci madame. Merci. Alors, il y a un concept qui s'appelle le soutien moral, bon, qui n'est pas toujours bien compris, mais c'est vrai que si, au Brésil, on a un investisseur substantiel, puisque ça vous a pas échappé que M. Diniz était notre partenaire au Brésil, mais il est aussi actionnaire de Carrefour. Donc c'est quelqu'un qui, en toute logique, peut accompagner utilement la société dans son parcours brésilien, à un degré qui est bien convenu entre lui et nous. C'est-à-dire que la société est managée. Vous en avez ici le représentant le plus éminent, c'est M. De Martis, et M. Diniz est toujours bienvenu dans ses avis, dans ses conseils quant à la stratégie et l'évolution de notre parcours au Brésil. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Donc un bon actionnaire, c'est un actionnaire qui nous aide, qui se tient et qui nous soutient. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors maintenant, sur le bio, le bio, on progresse beaucoup en bio, le marché du bio progresse beaucoup, mais je crois qu'on a vraiment une très très belle position. C'est également quelque chose qui était déjà dans la culture de Carrefour en jachère et qui est en train de se développer avec une conjoncture qui est porteuse. Est-ce que nous allons ouvrir des magasins bio? Vous le verrez, on en a ouvert quelques-uns, c'est en test, uniquement à Paris pour l'instant. J'ai dit tout à l'heure qu'on venait de faire l'acquisition d'un petit site dans le bio qui va donner du stretching à tout ça. C'est parti, c'est parti. Donc le bio nous intéresse. Voilà, il n'y a pas que le bio, on ne va pas faire un énorme Carrefour bio. Le bio va se mettre partout, c'est utile, mais je suis convaincu que ça progresse. Alors pour l'instant, on parle de bio parce que c'est effectivement l'agrobiologie, c'est quelque chose de particulier, l'agriculture biologique particulière, mais tout autour du bio, il y a cette culture de la qualité que nous entendons poursuivre et développer. Voilà. Est-ce que vous mangez bio au Brésil? Il y a des gens qui mangent bio, oui, ça se développe. Et voilà. Eh bien, au Brésil, nous approvisionnerons les Brésiliens, s'ils le souhaitent, en produits bio. Avec des Carrefour bio. Ah, il peut y avoir du bio chez Carrefour. Parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est ça, le multiformat, c'est ça. On peut avoir des magasins bio, puis avoir du bio dans des magasins. Incroyable. C'est une navigation presque avec des frontières souples. C'est la plasticité du modèle. Bon, je sais que là, j'ennuie tout le monde, parce que c'est presque de la philosophie. Monsieur. No, I'm not bored, Mr. Plaza. Non, vous ne m'ennuyez pas, Monsieur Plaza. Comment allez-vous? Macquarie, Monsieur Coali. 3 questions, s'il vous plaît. Premièrement, en matière de génération de cash flow libre, vous avez dit que vous allez améliorer la génération de cash flow libre. Vous parlez des capacités de génération de cash de l'activité, mais vous parlez aussi de l'intensité en matière d'investissement, d'activité. Donc, quel levier pouvez-vous actionner pour générer un free cash flow durable et fort? Ensuite, si vous deviez quantifier
les pertes de DIA, ce que l'on peut attendre pour l'année pleine. Et puis, vous avez parlé du Brésil et de la mise en bourse potentielle. Qu'attendez-vous d'un Brésil indépendant mis en bourse? Une croissance plus forte, une activité plus rentable ou plus d'autofinancement? Quelles sont vos attentes concernant cette entrée en bourse? Écoutez, en ce qui concerne la génération de cash flow, nous n'avons pas l'habitude de trouver de l'eau souterraine, donc ça remonte. Nous ne sommes pas entièrement satisfaits des montants constatés, mais bien sûr, cela remonte. C'est le point essentiel dans nos objectifs, donc je ne vais pas faire de plus amples commentaires. Cette année, nous voyons les effets d'un programme avancé d'investissement dans l'immobilier. Il y a les effets du dividende qui, pour la première fois, a été versé au premier semestre. S'agissant du budget, l'évolution du free cash flow, parce que c'est de ça que vous parlez, eh bien, cela va remonter. Maintenant, quelles sont les attentes concernant la mise en bourse au Brésil, selon vous? Pourriez-vous me donner votre propre réponse? Moi, j'ai mon propre point de vue. Bon, maintenant, on se connecte. Qu'entendez-vous par là? Je suis sûr que vous avez une liste de tous les éléments qui pourraient venir appuyer l'idée d'une entrée en bourse au Brésil. Si on le fait, c'est parce qu'on pense que ce sera bon pour le groupe et pour le Brésil. C'est tout. Et vous? Et le cash? S'agissant du free cash flow, premièrement, le cash flow libre a augmenté constamment depuis 3 ans. On a augmenté maintenant, et c'est environ 1% de cash flow libre après investissement. Quels sont les leviers pour en dégager plus et pour continuer d'augmenter? Nous venons dans mon discours, je vous ai parlé d'une augmentation en 2016 par rapport à 2015, vu la clôture de dette, la dette à la clôture qui va être étale. Il y aura moins d'investissements parce que les investissements de 16 incluent DIA, et donc nous aurons terminé DIA à la fin de l'année. Nous avons donné des indications sur les investissements qui seront probablement plus faibles l'an prochain, vu la fin du programme DIA, mais il y a aussi le potentiel d'augmentation de la marge dans tous les pays. Donc ce sera un mélange de baisse des investissements sans l'intégration de DIA pour une année supplémentaire, et deuxièmement, bien sûr, l'augmentation de nos fondements en matière de performance. Voilà les grands facteurs. Et puis, vous avez demandé pour DIA, l'objectif, ce que l'on vous dit, c'est que pour DIA, les résultats seront plus élevés l'an prochain que cette année. C'est ce que l'on vous a, ce qui cadre avec ce qu'on a dit la dernière fois. Et pour 2018, nous prévoyons de commencer à dégager un bénéfice. C'est ce que l'on a dit dans les faits la dernière fois. Et puis les facteurs d'une entrée en bourse au Brésil, premièrement pour générer de la trésorerie, pour financer une croissance plus poussée, même si l'activité est très rentable et qu'elle génère de la trésorerie, mais aussi pour démontrer la valeur de ces actifs. Parce que l'une des mauvaises perceptions du marché tourne autour de la valeur de ces activités. Donc bien sûr, si vous faites une mise en bourse, bien sûr, vous avez une idée beaucoup plus précise de la valeur de l'actif. Et ça aussi, c'est important pour nous. Et puis, savez-vous les pertes dues à DIA et à Rue du Commerce? Bien sûr, c'est une opportunité pour ces 3 prochaines années, parce qu'on ne prévoit pas pour les 2 prochaines années, parce qu'on ne prévoit pas de perdre encore de l'argent ces 2 prochaines années. Mais il faut ajuster tous les instruments dont tout le monde a besoin pour être compétitif. C'est un coût normal. Et puis à la fin de l'an prochain, il y aura l'intégration de tous les magasins DIA qui commenceront à apporter leur contribution.
Il y a eu des coûts exceptionnels, bien sûr, la conversion, changement d'équipe, changement de statut, changement d'assortiment, investissement dans les magasins. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, donc 3 ans. Rue du Commerce, une quantité limitée. Si une société comme nous ne peut pas soutenir une perte de quelques millions d'euros du fait du développement d'une nouvelle vision, d'un nouvel instrument, d'une nouvelle technologie, on n'a rien à faire dans cette activité. Je vous remercie. Jérôme Samuel, HSBC. Je voudrais revenir sur la génération, l'opportunité de générer plus de cash au-delà de 2016. Quelles sont les autres opportunités en termes de CAPEX aujourd'hui, sachant que, bon, effectivement, DIA va pas se répercuter à nouveau en 2017. Vous aviez communiqué à peu près sur 200 millions d'euros d'investissement, je crois. Où vous en êtes en termes de remodeling de magasins, notamment sur les hypermarchés, en France, en Espagne, au Brésil? Est-ce qu'on pourrait anticiper un ralentissement sur le rythme de remodeling? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'amélioration dont vous avez parlé pour la Chine. Êtes-vous aujourd'hui satisfait du portefeuille de magasins existants en termes d'hypermarchés? Et est-ce que vous enregistrez des différences notables en termes de région, en termes de performance? Vous parlez de la Chine, là? De la Chine. Oui. Bon, alors, est-ce que les CAPEX dédiés au remodeling des magasins vont tendanciellement baisser? La réponse, c'est oui. Parce qu'évidemment, on a eu un effet de rattrapage significatif. Et donc, ces années-là passées, c'est la 4e année qu'on investit pratiquement dans nos réseaux, les choses devraient rentrer en ordre. Juste un petit élément que vous devez aussi comprendre, on est dans un métier où quand vous refaites un magasin aujourd'hui, il faut ajuster toute son organisation, en termes de sécurité, en termes de back-office, etc., aux nouvelles normes qui se sont installées entre le moment où ils ont été construits et aujourd'hui. Donc, forcément, il y a des coûts assez substantiels à mettre en œuvre au moment de la conversion. Alors, il faut comparer ces coûts avec les coûts d'établissements nouveaux qu'on aurait été amené à construire si on n'avait pas eu les anciens. Parce que, il y a quand même toute une alchimie à regarder. Évidemment, idéalement, si on pouvait ne jamais investir un sou dans aucun magasin, ce serait l'idéal. Alors là-dessus, je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il va y avoir un reflux? La réponse, c'est oui. Parce que quand même, en France, au Brésil, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Pologne, on a commencé des travaux de remise en état des magasins qui sont assez substantiels. Donc je n'ai pas le calcul très fin à mettre en valeur aujourd'hui, mais oui, les investissements de remodeling devraient s'estomper un peu, mais moi je pense qu'il faut non pas réduire l'ensemble des investissements que nous avons à faire, il faut qu'ils soient un peu plus rentables dans le futur. Et ma vision, puisque vous me la demandez, c'est que c'est un groupe qui doit améliorer sa marge opérationnelle de 0,5%. Voilà. Et je suis convaincu qu'on est en train de construire les leviers pour y arriver. Parce que faites le calcul sur un groupe de notre taille. Si vous avez 0,5 points de marge opérationnelle qui émergent des différents travaux que nous sommes en train de faire, remodeling, digitalisation, amélioration de la logistique, etc. Regardez, ça fait quand même ce qu'il faut pour ramener tout ça en termes de cash et de return à des niveaux tout à fait satisfaisants. Si vous comparez les investissements de Carrefour aujourd'hui avec les investissements de ces grands concurrents mondiaux, vous verrez que nous sommes dans la plaque, mais dans le passé, on n'y était pas du tout. Hein. Donc on est en train de revenir. Voilà, pour le cash, toujours. Sur la Chine, alors sur la Chine, on a fermé une 40aine de magasins. Donc on a fait notre œuvre. Si vous voulez, on n'a pas, dans le plan qu'on a appliqué à Carrefour, on n'a pas été dans la demi-mesure. On a fait les choses comme on pensait qu'elles devaient être faites pour essayer de ne plus y revenir. Donc nous avons fermé, c'est bien ça, hein? Oui, on a fermé. Oui, 29. Et il y en a 11. On a abandonné une dizaine de projets. Bon, 29 et 10, 39, excusez-moi, j'ai dit 40, c'est une grosse erreur. Vous ne m'en voudrez pas. Et donc c'est quand même 40 sites qui sont fermés et que nous ne faisons pas alors qu'il y avait des engagements de les faire. Sur la Chine, notre modèle actuel doit être revisité tranquillement et progressivement. Parce que les grands hyper de Chine
ce sont devenus des grands magasins de centre-ville. Quand vous regardez le développement de l'urbanisation en Chine, c'est absolument invraisemblable. Les seuls endroits où on a des magasins qui restent encore un peu en dehors de la monnaie, si je puis dire, c'est les endroits où nous sommes installés, il y a 4, 5, 6 ans, dans des villes de second tier, third tier, où la construction des logements a été faite et où malheureusement les habitants ne sont pas arrivés. Mais pour tout le reste, et ceux-là, on les a soit abandonnés, soit on a renégocié la sortie. Pour tout le reste, notre réseau devient finalement très praticable. Et 40, c'est pas mal, non? C'est pas grave. On ne peut pas les avoir fermés puis les avoir dans le chiffre. Donc si vous voulez, en Chine, l'impact sur le chiffre d'affaires, il vient principalement de ces effets-là, vient aussi du fait que nous ne faisons plus de vente de gros, comme on en a fait pendant longtemps, comme en font quasiment tous les distributeurs. Et donc le repliement, le resserrement de toute cette affaire fait qu'à la sortie, elle va être plus efficace et plus rentable. Mais moi, je suis convaincu que Carrefour recèle des optimisations de son résultat opérationnel. C'est la clé de la politique qu'on fait. Si vous prenez un pricing un peu plus fin, une capacité de générer du trafic par la démultiplication de contacts avec le client, le click and collect, la communication de nos opérations qui sera bien plus large, la dilution du non alimentaire dans l'ensemble des magasins. Si vous allez dans un petit magasin au cœur de Paris, dans un an, vous pourrez commander un aspirateur et l'avoir le lendemain matin, chez vous. C'est ça qu'on est en train de préparer. C'est ça qu'on est en train de préparer. Donc tout ça, ça va finir par générer des gains de chiffre d'affaires marginal par rapport à la période actuelle et des marges meilleures. Parce que notre part de marché reste bonne, contrairement à ce qu'on me disait tout à l'heure. Elle reste même exceptionnellement bonne. Ah, c'est un gros mammifère, Carrefour. Hein. Donc on le bouge avec la prudence indispensable, mais vous verrez, quand le mammifère est en route, avec l'énergie cinétique, si vous voulez, ça peut faire de très bons résultats. Voilà. On le voit en Italie, hein. C'est incroyable ce qui s'est passé en Italie. Moi, je vous invite, si vous êtes des investisseurs, à faire un petit tour en Italie. Vous allez voir. Bon, il y a 4 ans, l'Italie était désespérante. Hein. Et là, il y a une équipe qui a pris ça en main, vraiment avec une clusterisation très forte de nos affaires, une politique un peu plus onéreuse en service, en qualité professionnelle. Et pour finir, c'est en train de s'installer très bien. Parfois un petit peu de temps. Oui. Bonjour messieurs, Philippe Suchen, Natixis. Monsieur, bonjour. Une première question concernant la refonte de votre logistique. Vous nous avez annoncé des baisses significatives de kilométrage, de frais de manutention et autres. Oui. Est-ce que vous pourriez nous chiffrer un peu cela pour l'année 2017-2018, que nous ayons une idée des gains de productivité? Et consécutivement à cela, bien sûr, que comptez-vous faire de ces gains de productivité? Est-ce qu'ils sont réinvestis auprès de vos clients ou est-ce que vous les gardez dans votre marge? Eh bien, monsieur, vous êtes un distributeur. Parce que la question posée, c'est exactement la bonne. Quand je dis qu'on a 0,5% de marge opérationnelle devant nous, c'est-à-dire qu'on est en train d'engranger une capacité d'amélioration de notre résultat, vous venez de mettre le doigt sur un sujet. C'est que la réduction des kilomètres transportés en France, je crois que c'est 20%. Donc pour être plus précis, s'agissant de vous, monsieur Natexis, et d'ailleurs on peut le faire pour tout le monde, on peut vous donner des choses plus précises. Mais c'est une réduction très substantielle des kilomètres. En logistique, il y a 3 points. Il y a le coût de la manutention en entrepôt, qui s'amortit mieux par le multiformat. Il y a la réduction du nombre de kilomètres transportés, c'est ce qu'on vient d'évoquer, puis il y a le remplissage des camions à ISO kilomètres transportés. Voilà les 3 leviers majeurs du dispositif. Sur ces 3 leviers-là, on a une opportunité substantielle. Je vais vous dire les choses, les gains qui ont été calculés il y a maintenant 2 ans et demi, du lancement du projet Caravelle, c'était de l'ordre de 350 millions d'euros. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons, comment dirais-je, déjà bénéficié de 40% de ces gains. Il en reste encore devant nous. Et entre-temps, s'est greffée l'opération d'IA qui, évidemment, va être synergique avec notre logistique, mais dans un premier temps, elle va lui poser quand même une question d'ajustement.
C'est d'ailleurs, DIA a été intégré dans le projet Cargo, c'est-à-dire ce qui nous amène à faire évoluer le barycentre de nos entrepôts, et on va passer de 67 à 53 entrepôts avec la même surface exploitée, tout simplement parce qu'il y a toujours un moment, quand vous faites évoluer le nombre et le positionnement géographique des entrepôts, où il faut s'arrêter de faire des économies parce que vous dégradez le taux de service. Mais ça va être une très jolie machine. Moi je vous dis 0,5% du résultat opérationnel. Ça, c'est très rare que c'est très rare que je donne de la guidance sur nos possibilités d'optimisation de résultats. Je vous la donne. Et regardez bien, si vous prenez la logistique, vous prenez un travail qui est fait dans beaucoup de pays aujourd'hui sur nos achats, sur la construction de nos assortiments, sur l'adaptation méthode. Si vous y ajoutez digitalisation, connexion, etc., mais vous ne croyez pas qu'on peut sortir à 0,5% de résultats opérationnels courants? Évidemment. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, j'en redonne une partie aux clients quand c'est utile et une partie à nos investisseurs quand ça nous paraît plus juste. Moi, je n'en garde pas pour moi parce que j'ai des actions, certes, mais pas autant que vous. Et l'idée, c'est que cet argent-là soit disponible, c'est la clé. Quand on a de la réserve, on en fait bien ce qu'on veut. Elle ne sera pas gaspillée, si c'est un peu la question que vous pensez. Les clients, il faut leur donner des prix quand ils en ont besoin, ou quand le marché vous oblige à avoir des prix. Il ne faut pas tout donner non plus. Je sais bien qu'on est dans l'économie du gratuit. Alors la gratuité, c'est magnifique. On a d'ailleurs vu dans la presse que la gratuité n'avait pas duré très longtemps. Voilà. Donc il faut, une fois qu'on a ces moyens disponibles, il faut les réaffecter. Voilà. Et nos clients, c'est ceux que nous suivons le plus. Vous savez, quand on regarde le pricing de Carrefour, qui n'est jamais compris comme il le devrait, puisque l'intensité promotionnelle n'est pas intégrée dans les relevés de prix, qui est quand même un scandale. Nous, on le fait. C'est-à-dire qu'on reconstruit des paniers avec les prix everyday low price de nos concurrents, les nôtres, dans lesquels on greffe les opérations promotionnelles à isoproduits. Il n'y a pas photo. Nous sommes compétitifs, voire très compétitifs. Mais c'est une autre méthode de faire les choses. Donc nous, on pense qu'on est, pour nos clients, on a une politique de prix qui est parfaitement juste et convenable. Voilà, monsieur. Et nos parcours clients, pour y revenir, parce que le parcours client, qui est une méthode quand même très chère et très propre à Carrefour, qui intègre toutes ces données, c'est une batterie de combien de questions? Je ne me souviens plus. On a une trentaine. Une trentaine de questions, des questions concrètes, hein, documentées régulièrement par une base statistique de clients très importante. Le parcours client ne cesse de s'améliorer, y compris sur le plan des prix et de l'image promotionnelle. Voilà. Alors je sais bien qu'il y a des indices qui régulièrement sous-tendent que moi ça m'intéresse moyennement. On verra d'ailleurs l'évolution des chiffres d'affaires de la distribution dans la même période. On a bien performé, mais la répartition de l'argent hein, qu'on va gagner à Sévignan, qu'est-ce que vous en faites vous? Je fais ce que vous dites, j'essaye de mettre un peu dans le bilan, pas trop chez le client et quand même un petit peu chez les clients de Schridar qui en ont besoin. Moi j'ai une formule, c'est in medio stat virtu. Il faut répartir ça tranquillement. Il y a d'autres questions? Madame? Ouais. Joël Diderich du Women's Wear Daily. Pardon? Joël Diderich du Women's Wear Daily. Vous avez parlé d'une consolidation avec les acteurs locaux en Chine. Je veux savoir si j'ai bien compris. Vous envisagez donc de vendre... J'ai dit ça, moi. Vous envisagez donc de vendre une participation minoritaire à un acteur local en Chine, c'est ça? Ah, madame, c'est une suggestion que vous me faites, je veux bien la noter. Est-ce que vous j'ai dit qu'en Chine... Non, j'ai dit que nous sommes une entreprise multilocale. Ce qui veut dire aujourd'hui que dans tous les pays où nous sommes susceptibles de faire évoluer nos affaires en fonction de l'environnement et des possibilités d'alliance. C'est tout.
c'est tout. Et j'ai dit, s'agissant de la Chine, puisque c'est un raisonnement un peu conceptuel, qu'il me semblait plus évident, s'il devait s'avérer qu'un partenariat de ce type soit possible, de le faire avec des gens qui ne soient pas tout à fait comme nous. Voilà, je répète ma formule, c'est tout. Est-ce que des pourparlers sont déjà engagés? Non. Comme ça, je vous réponds tout de suite. Non. Oui. Sarah Scovey, an Englishman. Sarah Scovey, en anglais. Goldman Sachs. Première question, c'est 0,5% dont vous avez parlé. Est-ce que c'est pour le groupe? Est-ce que c'est pour la France? Et est-ce que c'est pour 2018? Est-ce que c'est ça votre cible? Deuxième question, pour le e-commerce en France. Est-ce que vous pensez que le marché va aller dans le sens des livraisons à domicile? Et quel est votre modèle préféré? Avec un entrepôt centralisé ou avec livraison à partir des magasins? Bon, la deuxième question d'abord. Personne ne sait. Personne ne sait réellement. Mais si vous avez des magasins, comme c'est notre cas, nous sommes convaincus que c'est une opportunité extraordinaire pour nous. Nous pouvons devenir des acteurs globaux et nous pouvons laisser le choix aux consommateurs. Se rendre au magasin, soit livraison à domicile, soit click and collect. Nous ouvrons toutes les possibilités d'achat. Personne d'autre ne peut le faire. Maintenant, bon, vous parlez du côté britannique ou côté américain. Qui sont les acteurs? Les autres acteurs sont-ils capables de développer des entrepôts en ville pour nous battre en termes de capacité à livrer chez le client? Je ne le pense pas. Pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je ne le crois pas. Pas du tout. Et ce chiffre d'amélioration de la marge pour la France ou pour le groupe, je pense que vous parliez de la France. I think, very honestly. Eh bien, honnêtement, je pense qu'on pourrait faire la même chose ou dire la même chose au niveau groupe aussi. Oui, on peut le mettre au niveau groupe, 0,5 au niveau groupe. Et en 2018, oui, bien sûr. Et Pierre-Jean me dit qu'on peut faire encore mieux. Très bien. L'idée, on ne veut pas vous guider trop précisément parce que on a souffert dans le passé en faisant des promesses, mais notre conviction très forte, même notre responsable financier le dit. Est-ce que vous avez vu cela? Et il me dit qu'on pourrait faire mieux. Mais prenez les deux et vous allez voir si c'est seulement la France, mais non, je pense que nous avons là une très bonne opportunité pour améliorer nos résultats opérationnels. Et dans combien d'années? D'ici 2 ans, sans aucun doute. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Bonjour, Arnaud Joly, Société Générale. J'ai 2 questions. La première, c'est que est-ce que vous aviez donné un objectif de break-even en Italie sur 2016? Est-ce que vous pensez faire mieux cette année compte tenu du redressement des ventes? Et la deuxième question, là aussi financière, je crois qu'on a un consensus un peu en dessous de 2,5 milliards. Est-ce que compte tenu, en considérant qu'on conserve les taux de change actuels, est-ce que vous êtes confortable avec ce niveau de consensus? Oui. Merci. Ah oui. Donc sur l'Italie, oui, on avait dit que cette année on repasserait du côté du plus. On a dit ça déjà 2 fois et on vous le confirme. Et ce qu'on a vu sur le premier semestre nous confirme dans cette vision de la chose. Et pour ce qui est du consensus, en fait le consensus aujourd'hui, on l'a regardé ce matin, il se situe aux alentours de 2,470 milliards. Donc on vous confirme qu'à ce stade, et en projetant sur le 2e semestre les taux actuels des différentes devises, les taux de clôture du 30 juin, en particulier le réal, bien sûr, ce chiffre reste raisonnable. Bien évidemment, comme on vous le dit à chaque fois, on reste vigilant sur la volatilité des devises
qui est quand même, comme vous le savez, réel. Voilà. Peut-être que la dame de ce très beau journal brésilien économique, Valor Económico, peut nous dire ce qu'elle pense de l'évolution du real. Ça permettrait de répondre plus précisément à la question de monsieur. Vous voyez, elle va me répondre. Disons que, bon, c'est ça aussi toujours beaucoup, mais les gouvernements ne veulent pas que le real soit fort pour des effets d'exportation. Donc à chaque fois qu'il commence à prendre un petit peu de valeur, ça finit par chuter à nouveau. Donc ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, quand même. Hein? Ça veut dire qu'on prend la base actuelle. Merci beaucoup. Nous, on ne fait pas de politique. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je crois qu'on a clôturé la séance. Et encore une fois, merci de vous être déplacés. Apparemment, il y a de très nombreuses sociétés qui publient en même temps, aujourd'hui et demain. Donc on vous libère pour aller à vos rendez-vous suivants. Merci Pierre-Jean. Salut, merci.